Solange, responsable de Gwynségal, co-directrice qui a véritablement élaboré, va nous guider complètement sur ce fonctionnement. Mais, du coup, moi, je vais laisser la parole à Alain Kerlan, qui va nous parler de enfants, artistes, enseignants ensemble, l'expérience esthétique en partage. Donc, voilà. Donc, Alain Kerlan, il est philosophe, il est professeur honoraire à l'Université Lumière Lyon 2. Et voilà, il est engagé dans ces questionnements depuis très longtemps. Donc, voilà, on va l'écouter. Bon. Je crois qu'il y a peut-être un branchement qui n'est... Voilà. Bon, excusez-moi. Je ne me tiens pas ici par singularité personnelle. Hein, je n'ai pas peur du centre, non, mais le fil n'est pas assez long. Donc je vais rester là. Et éventuellement, pour éviter de me briser les reins, à me baisser vers mon écran, il se peut que je m'assoie. Vous m'excuserez. Donc très rapidement, puisque je dispose d'une demi-heure et que je suis toujours très bavard, j'aurai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer donc de le faire au plus vite. Il y a de nombreuses diapositives. Je ne m'arrêterai pas forcément sur toutes. Bon, d'abord, merci aux organisateurs de cette invitation qui me donne l'occasion d'aborder un sujet qui m'est cher depuis très longtemps et qui me passionne et sur lequel j'ai quand même pas mal travaillé. D'un certain point de vue, l'essentiel de mon propos, il est déjà dans le titre. Alors, au cas où il y a une panne, je vais peut-être tout de suite le commenter. Enfants, artistes et enseignants, enseignantes ensemble, l'expérience esthétique en partage. Ce que je voudrais essayer de vous dire, de vous montrer, et de vous convaincre peut-être, de vous en convaincre peut-être, c'est que, au fond, ce qui est commun justement à tous ceux qu'on a sollicités, là, artistes, enseignants et élèves aussi, c'est que nous avons tous cette particularité humaine de vivre des expériences esthétiques. Et que peut-être le cœur de l'EAC se trouve là, et le rassemblement possible est dans ce partage. Qu'il s'agisse de l'artiste, de l'enseignant, des élèves, des médiateurs qu'on peut réajouter, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre sont dans cette boucle-là. Alors, très très vite, souvent je dis, il est important d'avoir la philosophie de sa politique éducative et la politique éducative de sa philosophie. Et donc j'ai besoin, peut-être pour dire ce que je voudrais préciser, de m'arrêter sur quelques préalables. Je le ferai rapidement parce que ça me prendrait trop de temps. Mais le premier concerne la question de la démocratisation culturelle. La thèse que je défendrai rapidement est la suivante. Nous sommes peut-être entrés aujourd'hui dans une troisième phase de la démocratisation culturelle. Dans un premier temps, il s'agit essentiellement de permettre au plus grand nombre d'accéder au patrimoine, aux œuvres, aux musées. Oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Dans un deuxième temps, et en même temps, plus exactement, on pourrait parler de strates plutôt, il s'agit de permettre à chacun d'accéder aux pratiques de son choix. Je crois qu'il y a quelque chose qui est plus important, qui est plus profond, qui est fondateur, dont dépendent peut-être bien les deux premiers moments, qui est l'accès de tous à une véritable expérience esthétique. Si je n'ai pas vécu d'expérience esthétique, ma venue au musée risque d'être une visite passagère, disons, quelquefois même incomprise, ennuyeuse, parce que je n'ai pas en moi la possibilité suffisante de me dire que ce que je vois sur les murs ou sur la scène, c'est quelque chose qui est déjà en moi d'une certaine façon, à travers d'autres expériences que j'ai pu vivre ailleurs, chez moi, dans la ville, dans la rue, etc. Voilà le premier point. Un deuxième point, encore que celui-ci pourrait peut-être plutôt un complément, c'est que je crois aussi extrêmement important d'inscrire ce qui se joue à travers l'éducation artistique et culturelle dans un processus historique. Ce n'est pas une politique qui a été inventée un jour ex cathedra. Ça s'enracine dans notre histoire culturelle. Alors j'ai pris une simple date repère parce qu'elle est décisive. En 1795, le poète, dramaturge, philosophe, poète Schiller écrit une série de lettres aux puissants de l'époque, c'est-à-dire le prince, le duc qui gouverne donc une province, et il lui dit si vous voulez que la liberté règne parmi vos
vos oies et vos citoyens, on n'a pas encore vraiment le mot suffisant pour ça, c'est un prince éclairé, vous devez commencer par l'éducation esthétique de l'humanité. Et il envoie ces lettres qui ont été publiées donc, par la suite. Eh bien, je crois qu'il faut s'inscrire dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux cette formule de Schiller adressée donc, à ce duc, à ce prince. C'est par la beauté que l'on s'achemine à la liberté. Ça peut paraître très abstrait, mais c'est fondamental, et je ne peux pas entrer dans le détail, mais si Schiller nous dit ça, c'est parce que la Révolution française, pour lui, est en train de s'égarer dans la terreur, dans la violence, parce que les hommes n'ont pas été suffisamment éduqués. Voilà une des thèses donc, de Schiller. Mon deuxième ou troisième point, si je compte le précédent, bon, je vais m'en donner à deux pour le moment, je dis très très vite, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement des interventions d'artistes en milieu scolaire, et d'ailleurs le centre, on discutait tout à l'heure, en est un bel exemple, mais les artistes aujourd'hui interviennent dans la cité et dans de multiples lieux de la cité. Donc l'intervention sociale est devenue une dimension de l'art d'aujourd'hui, à tel point que peut-être il sera bien difficile dans le futur de faire une histoire de l'art d'aujourd'hui en oubliant cette dimension-là, en oubliant que bien des artistes sont des artistes qui incluent dans leur propre démarche d'artiste, j'entends bien, pas simplement parce qu'ils ont par ailleurs une conscience citoyenne et qu'ils souhaitent s'engager, mais en tant qu'artistes, donc, sont dans cette démarche-là. Donc, et ce que l'artiste va apporter, eh bien, c'est justement une expérience qui est à la fois sociale, sensible, émotionnelle, intellectuelle, enfin, disons esthétique au sens large du terme. La photographie suivante vous en montre une illustration et vous permet de comprendre peut-être la photo précédente. Vous êtes ici sur une île grecque, elle s'appelle Léros. Elle n'est pas très loin des côtes donc, de la Turquie. Il y a de nombreux réfugiés qui sont là. Un artiste est en résidence, il s'appelle Yves Henry, il pratique la création partagée, donc toutes ses œuvres sont créées en lien avec une population, une mémoire dans un lieu spécifique. Ici, c'est l'île de Léros, mais en même temps, ce même artiste intervient aussi, ici, c'est dans une classe de collège que vous avez cette image donc, d'un voile plastique qui sert de support. On en verra d'autres photos donc, tout à l'heure à son travail auquel j'ai le plaisir et l'honneur d'être associé puisque c'était une résidence artistique et philosophique. Nous avons donc passé un mois entier à travailler avec les habitants, les élèves, les enfants réfugiés, les malades mentaux, les participants de la médiathèque, enfin... Et puis, cette sculpture que vous voyez en cours d'installation est encore aujourd'hui en place face à la mer dans une baie de Léros. Voilà. Troisième point, troisième préalable. Alors, le point précédent le disait déjà, mais je voudrais y insister. Je le dis quelquefois sous la forme d'une petite fable un petit peu à la manière du XVIIIe siècle. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte que ce qui a changé dans l'école d'aujourd'hui, c'est notamment la place que progressivement les artistes y ont prise. Quelqu'un qui aurait fait un très très long voyage, vous voyez, pendant une cinquantaine d'années, qui reviendrait aujourd'hui, serait extrêmement étonné de voir cela. Donc, et ça, je crois qu'il faut vraiment y insister. Et il y a par ailleurs une particularité française très riche, c'est que nous demandons aux artistes qui interviennent, non pas d'être des animateurs, non pas d'être des suppléants pédagogiques, mais même plutôt d'être des artistes à part entière, en exercice, et c'est leur propre démarche qu'il s'agit pour eux d'apporter dans ce cadre-là. Alors, pour simplement compléter rapidement mon propos et sans entrer dans le détail, quand un artiste entre dans l'école, et je crois que beaucoup d'entre vous l'ont vécu, ce n'est pas anodin. Donc, et c'est la raison pour laquelle il m'arrive d'employer la métaphore du cheval de Troie, mais un cheval de Troie pacifique. Donc, il y a le cadeau de l'art qui arrive dans l'école, comme cela, et puis mais il y a des artistes dedans, et les artistes, ils vont quand même bousculer un ensemble de choses qui sont un peu caractéristiques de la forme scolaire. On ne peut pas faire du théâtre si on a des chaises vissées sur le sol, pour prendre un exemple très banal. Bref, à la fois le temps scolaire, l'espace scolaire, la relation éducative elle-même, le rapport à l'écrit, enfin tout un ensemble d'éléments caractéristiques de l'école se trouve bousculé, mais de façon pacifique. Et comme dans l'histoire du cheval de Troie, pour que ça marche, il faut trouver des complices dans la place. Et les complices, à certains points de vue,
Enfin, certains d'entre eux, en tous les cas, sont les enseignants qui, justement, permettent à l'artiste et travaillent avec l'artiste dans ces lieux. Et pour internationaliser un petit peu mon propos, la photographie, ici, vous êtes au Québec, dans les Laurentides, dans l'immense propriété où est installé l'atelier d'un grand artiste qui s'appelle René de Rouen, et qui a créé une biennale des américanités dans laquelle il reçoit des artistes pour des créations éphémères, et celle-ci a été réalisée avec des enfants. Donc voilà une résidence artistique donc, au Québec. Quatrième point, très très vite, mais c'est quand même un point essentiel, une des caractéristiques tout de même de ce qui nous arrive à travers l'EAC, c'est la rencontre entre l'artiste et l'enfance. Alors Emmanuel l'a évoqué tout à l'heure, et je pourrais en dire tout autant, j'ai souvent entendu ce genre de propos de la part des artistes, mais ce qui est extrêmement frappant en tout cas, c'est que ça ne veut pas du tout dire, comme on l'a dit à une époque, que tous les enfants sont des artistes. Vous vous souvenez de ces formules-là, et puis la boutade que j'ai rappelée de Jean Cocteau, disant tous les enfants sont des artistes, sauf Minou Drouet. Minou Drouet, ça ne parle pas beaucoup de monde, mais pour les anciens, c'était une jeune fille que la presse avait encensée comme étant déjà un grand poète. Donc Cocteau dit, ils sont tous poètes, sauf elle. Picasso lui-même, qui disait j'ai mis toute une vie pour apprendre à être artiste comme un enfant, mais qui ajoutait sauf que quand j'avais 12 ans, je dessinais comme Raphaël. Et derrière ces boutades, il y a une chose que je voudrais souligner qui est très importante, c'est la différence entre artistique et esthétique. Parce que on ne peut pas dire que tous les enfants sont des artistes, pas plus que nous sommes tous des artistes. Mais nous avons tous, je le disais en commençant, quelque chose qui est propre à notre humanité, un certain type de sentiment, une forme de conduite avec le monde d'ailleurs, à commencer, avant que ce soit avec les œuvres. Et cela, c'est présent dans l'enfance de manière extrêmement précoce. L'expérience esthétique, ce n'est pas quelque chose qui vous vient tardivement, c'est quelque chose qui est vécu de manière extrêmement précoce et qu'il est important, donc du même coup, de nourrir en tant que tel. Et puis le cinquième point, mais je vais passer très vite parce que le temps manque, mais enfin c'est un point important, c'est que par ailleurs, l'expérience esthétique est une des caractéristiques importantes de ce que devient l'art contemporain, aussi bien dans les arts plastiques qu'au théâtre, qu'en chorégraphie et dans bien des domaines. Donc, dès que vous visitez, que ce soit une biennale ou n'importe quelle installation d'art contemporain aujourd'hui, vous avez ici une réaction de Martin Creed qui demande donc au public de traverser, vous voyez, cette forêt de ballons. J'ai mis quelques images. Voilà, si vous allez à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, dans le cadre de la Biennale qui se tient à Lyon en ce moment, eh bien, vous avez une artiste lyonnaise qui a une immense installation, ces toiles qui couvrent le plafond et dans lequel vous vous plongez comme dans une sorte de bain de plaisir et avec, certains disent, une envie même... Je vais passer sur l'exemple de Sophie Calle pour pas perdre trop de temps, mais je voulais simplement dire que c'est une illustration aussi assez extraordinaire. Quand Sophie Calle demande à des personnes nées aveugles de lui dire ce que c'est pour eux que la beauté et qu'elles vous répondent comment elles ont décoré leur chambre, par exemple, comme on le voit sur le plan suivant. Chez moi, c'est beau, j'ai tout décoré seul, j'ai choisi les lampes, la moquette, les tableaux, les objets, etc. J'ai souhaité un plafond bleu. Elle est aveugle. Donc, l'expérience esthétique, elle est même là pour celui qui imagine la vision qu'il n'a pas. Vous voyez, c'est pour en donner un peu l'idée de la profondeur avec laquelle elle s'inscrit en nous. Alors, évidemment, le cœur du sujet, ce serait, mais je ne vais pas le développer trop longuement, au fond, qu'est-ce que c'est que l'expérience esthétique ? Je viens de le dire rapidement. Alors, il y a peut-être deux caractéristiques majeures que l'on peut retenir. Si je vous posais la question, racontez-moi un moment où vous avez vécu une expérience esthétique, on aurait affaire à une très très grande diversité. Le petit texte que vous avez à côté, mais je ne m'y arrête pas, je l'ai emprunté à Jean-Marie Schaeffer, un collègue philosophe qui a écrit un très beau livre sur l'expérience esthétique, où il nous montre bien que, aussi bien admirer le Grand Canyon, par exemple, pour un touriste, ou pour une jeune femme japonaise du XIe siècle, donc être ému par des fleurs recouvertes de rosée, ou bien
une exposition consacrée à Beuys, tout ça relève de l'expérience esthétique. Donc, en conséquence, l'expérience esthétique a pour caractéristique d'être culturellement très diversifiée. Bon, ça, on s'en doute bien, on sait bien que d'une culture à l'autre, mais elle est aussi naturellement, entre guillemets, très diversifiée. Donc, moi, par exemple, si je devais ajouter un exemple à cette liste, je le dirais parce que c'est une chose que je dis souvent. Pour moi, c'est par exemple un matin, je suis dans une maison à la campagne, je pousse les volets en me levant, il a neigé, vous avez une immense étendue blanche, vous avez un moment de retenue. Vous n'allez pas aller gâcher le spectacle comme ça en allant le piétiner, ou alors les traces que vous allez laisser, vous allez y faire attention, un peu comme on fait sur le sable quelquefois, en laissant quelques dessins. Ben, ça, c'est un sentiment esthétique. Et il a une dimension presque de sacralité, quelque chose qui est là, donc, et qu'on va habiter avec son regard. Et c'est pas si loin de ce que peut éprouver un peintre devant une immense surface qu'il a à couvrir. Vous voyez, ce sont des choses tout à fait proches. Voilà, donc c'est très important parce que, du coup, cette expérience esthétique, si elle est profondément éducative, c'est peut-être d'abord parce que c'est un rapport au monde où l'émotion, l'intelligence, le jeu, la motricité sont convoqués ensemble. C'est un moment dans lequel l'être humain est parfaitement unifié. On n'est pas coupé en deux, hein, on est là totalement dans toutes les dimensions de notre rapport au monde présent. Et donc du coup, et cette photographie a été faite au moment où il y avait à Lyon une expérience très particulière qui a duré comme une bonne dizaine d'années, le Centre Enfance, Art et Langage qui était financé par la ville et qui donc permettait à des écoles maternelles de recevoir en résidence de longue durée des artistes. Alors il y a un livre que j'ai piloté qui a été tiré de cette expérience, ça s'appelle « Des artistes à la maternelle ». Je vais vous le laisser parce que j'en ai encore quelques exemplaires, donc je peux au moins laisser celui-là. Et vous voyez, je l'ai choisi parce que on a un enfant extrêmement attentif. Il est totalement présent à ce qu'il fait. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on a souvent cette image que le petit, nous dit-on, oui, c'est un enfant qui a 4-5 ans maximum, ici peut-être un petit peu moins même, hein. Eh bien, on nous dit toujours, mais les enfants, vous savez, leur attention, elle est très très fragile, donc il faut varier sans arrêt l'activité. Celui-ci, il est resté 2 heures sur son travail. Il faut qu'on s'interroge aussi, hein, sur cette chose-là. Et c'est donc du coup une extraordinaire... C'est mon téléphone qui est tombé. C'est le vôtre. Voilà. Je ne vais pas dire que je préfère, mais bon, c'est un peu vrai. Et donc, du coup, on s'aperçoit que l'éducation artistique, on a toujours tendance à mettre du côté du loisir, du plaisir. Voilà. C'est aussi une formidable école de l'attention. C'est une des qualités, une des compétences dont on sait aujourd'hui qu'elle est très, très fragile, hein, on le voit bien, et ben voilà une occasion de le faire. Je n'insiste pas plus là-dessus, puisque c'est le même thème, hein, donc je passe. Troisième point très important. Il était déjà présent dans ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la diversité culturelle et naturelle de l'expérience esthétique. Point très important, l'expérience esthétique, elle ne commence pas avec l'expérience du musée ou des œuvres d'art, elle commence dans la vie ordinaire, dans l'expérience ordinaire. Et c'est très important sur le plan pédagogique. Parce que du coup, là, vous avez des ponts, j'y reviendrai rapidement en conclusion, vous avez des ponts possibles, vous avez des fils à tirer. Il y a toujours quelque chose dans l'enfant, dans l'élève, sur quoi on va pouvoir s'appuyer dans sa propre expérience pour le mener vers des formes peut-être plus élaborées, ou en tous les cas plus culturelles, de l'expérience esthétique. Et celui qui nous l'a appris, je le dis très très vite, c'est le philosophe américain John Dewey, hein, qui vous dit, si vous voulez comprendre quelque chose à l'esthétique,
dans ses formes accomplies et reconnues, donc là il sous-entend les œuvres d'art, on doit commencer par la chercher dans la matière brute de l'expérience, dans les événements et les scènes qui captivent, qui captent l'attention auditive et visuelle de l'homme, suscitent son intérêt, lui procurent du plaisir lorsqu'il observe, écoute, etc. Et il en donne une série d'exemples tout à fait incroyables. La voiture des pompiers passant à toute allure. Voilà, donc premier exemple d'expérience esthétique que donne John Dewey. Vous voyez, extrêmement simple. Des machines qui creusent d'énormes trous dans la terre. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, en lisant cette liste, vous avez des images qui vous viennent et qui peuvent vous renvoyer à des œuvres d'art. Hein, parce que quand on voit, par exemple, un homme aussi minuscule qu'une mouche escaladant la flèche du clocher, beaucoup de photographies ont donné ce type d'image-là. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il vous propose une liste. Ça passe même par la ménagère qui s'occupe de ses plantes, l'homme qui tond son gazon, même le joueur, la grâce alerte du joueur de football. Même le football est donné comme une expérience esthétique dans cet exemple-là. Donc, vous voyez, je ne voudrais pas insister trop longuement, mais je crois qu'il faut bien avoir ça présent en tête. Ça ne commence pas avec le musée. Et c'est une bonne nouvelle, d'une certaine façon, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Bon, alors bien sûr, c'est en sensoriel, hein, je n'y insiste pas, puisque sinon je vais être trop long, mais la bonne manière peut-être de le comprendre, la première fois que j'en ai pris une conscience très très forte, c'est grâce à une chorégraphe qui travaillait avec ses danseurs et que j'ai vu travailler avec des élèves dans un collège de la même façon. Elle leur disait à peu près ce que j'ai écrit, donc toi, par exemple, là, tu vas traverser la scène, tu vas marcher en diagonale, mais tu essayes de marcher comme si tu marchais pour la première fois. Vous voyez ? Essaie de traverser la scène comme si tu inventais la marche. Eh bien, ça, c'est peut-être le miracle, justement, de l'expérience esthétique et du travail artistique. C'est-à-dire que nous faire redécouvrir le monde dans sa fraîcheur. Hein, donc, marcher, on croit savoir ce que c'est. Mais quand on vous dit, tu vas marcher comme si tu inventais la marche, eh bien, on ne marche plus tout à fait de la même façon. Et quelques petites images pour l'illustrer. Bon, ça, c'est une petite installation qui avait été réalisée par un artiste en résidence dans une école maternelle, où les enfants étaient dans une forme d'émerveillement. Cela, c'est une résidence dans un collège de Saint-Nazaire qui travaillait essentiellement sur les ombres, vous le voyez, le noir, le blanc, le plastique, et les enfants ont créé une installation. Là, vous êtes dans un lycée professionnel, c'est la classe, comment on appelle ça, logistique, et les élèves sont en train de travailler avec un artiste à construire. On le verra sur une photo un petit peu plus loin, tout un ensemble qui va s'intégrer dans un dispositif que vous voyez là. Progressivement, dans le hall entier du collège va être envahi par une sorte d'armada de vaisseaux. Voilà. Un autre point sur lequel il faut insister aussi, c'est que l'expérience esthétique, elle est sensorielle, bien sûr, et c'est même une éducation très très fine de la sensation, mais c'est aussi une expérience cognitive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer émotion et intelligence, émotion et cognition. Hein, donc, sans entrer dans le détail, on peut dire que précisément, la caractéristique de l'expérience esthétique, c'est que ces deux aspects de notre conduite se trouvent associés. Une petite installation donc, que vous voyez en image de Christian Boltanski. Voilà. Alors c'est Jacques Rancière qui l'a peut-être exprimé de la façon la plus intéressante quand il dit qu'une œuvre d'art, c'est du sensible qui donne à penser. Voilà. Alors un tout petit commentaire sur cette photographie, parce que là vous êtes dans un lycée sur l'île de Léros, donc en Grèce. C'est une classe de première, mais qui parle un petit peu le français. Et à un moment, on le voit ici, l'un des élèves éprouve le besoin de percer cette toile de plastique. Et je lui demande, pourquoi tu fais ça ?
à quoi tu penses quand tu fais ça? Et il me dit, je pense aux réfugiés, évidemment, puisqu'ils sont exposés à cela. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes en mer. Il y en a de très, très nombreux qui sont ici dans les camps. Mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais je lui dis, mais pourquoi tu fais comme ça? Donc, il me parle de la respiration. Et on engage toute une réflexion sur, d'ordre philosophique, mais ancrée dans le sensible, si vous voulez. C'est pour ça que j'y insiste. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être libre et la sensation de respirer? Pourquoi la liberté s'exprime aussi dans notre corps? Tout cela pour vous dire qu'un travail artistique ou esthétique ici peut conduire aussi à des réflexions et peut-être un support d'ordre philosophique. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'arrête pas donc plus longuement, mais je vais enfoncer par contre le clou. Il est absolument essentiel de tout mettre en œuvre pour que les enfants, dès le plus jeune âge, vivent des expériences esthétiques en partage avec des adultes. Et y compris sous des formes très très simples. L'enfance est un temps d'expérience esthétique qui est très intense, marquante, formatrice, et qui constitue très très largement le socle de ce dont nous serons capables en termes de conduite esthétique par la suite, même si ce n'est pas heureusement totalement donné. Et je vais vous en donner une petite illustration que je vais emprunter à Gérard Garouste. Vous savez donc que Gérard Garouste a créé en Normandie un centre qui est devenu assez célèbre, La Source. Et au cours d'un entretien qu'il m'avait accordé, je lui demande, mais pourquoi est-ce que vous, les artistes, vous pensez que vous allez pouvoir apporter à des enfants en difficulté quelque chose de plus efficace, alors qu'il y a des psychologues, des enseignants qui sont un petit peu cassés les dents dessus. Et il me dit, eh bien, c'est parce qu'il a manqué à ces enfants en difficulté auxquels donc, il pensait, il a manqué dans leur petite enfance quelqu'un à côté d'eux pour mettre correctement la table. Garouste est convaincu que l'esthétique, elle est là dans le quotidien. C'est une manière de vivre ensemble, pas simplement une pizza et la télé, en gros, pour dire les choses de manière un petit peu brutale, mais avoir des moments où on partage le monde de manière extrêmement simple. Un verre, une assiette, c'est pas... mais on le vit ensemble dans un plaisir, plaisir des yeux, plaisir de manger, plaisir de parler. Eh bien, ça commence là, ça commence dès la table bien mise. Donc, je vais passer là-dessus, sinon je vais être trop long. Mon dernier point, ça aussi je crois que c'est extrêmement important. Tout à l'heure on évoquait donc le fait que les enfants pourraient ou sont ou ne sont pas des artistes. Alors on parle souvent de créativité et on pense trop souvent que la créativité n'existe que s'il y a une création. Quelque chose qui est là, posé et qui se voit. Et ce que nous apprend un psychanalyste de l'enfant comme David Winnicott, et qui est, je crois, tout à fait déterminant, c'est qu'il ne faut surtout pas enfermer la créativité seulement dans la réalisation d'un objet. La créativité, c'est quelque chose, c'est un rapport que l'on a avec le monde. C'est une manière d'être au monde. D'un certain point de vue, je réinvente le monde chaque matin en me levant. Donc le monde, il est ce que l'on fait dans son regard, dans la relation que l'on a avec lui. Et Winnicott nous propose une formule que je trouve tout à fait forte. Donc, à partir du moment où la créativité est, dit-il, la coloration de toute une attitude face à la réalité extérieure, dans ce cas, il vaut mieux parler d'un mode créatif de perception. Il y a une façon de percevoir qui est créative et une autre qui est beaucoup plus soumise. Et dans un univers qui est de plus en plus pesant pour nos enfants comme pour nous-mêmes, où on essaie de nous dire qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle-là, qu'il faut s'adapter, qu'on n'a pas le choix, eh bien, la créativité est peut-être, et du coup l'éducation artistique, devient l'une des voies importantes pour ménager des possibles. Pour que des portes restent ouvertes, pour que dans nos têtes, on sache qu'il y a d'autres issues, d'autres portes, d'autres possibilités, et pas simplement celles qui nous est donc imposées. Voilà.
Bon, alors je passe sur ces deux photos et je vais aller à ce qui pourra servir rapidement de conclusion en termes de conséquences éducatives et plus largement philosophiques. Donc, le premier point, mais je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais que le reprendre. Donc, il y a une tâche éducative là, qui est très importante, c'est de restaurer la continuité entre l'expérience ordinaire, l'expérience esthétique et l'expérience de l'art, disons. Voilà, là il y a un fil à tracer. Et alors, juste un tout petit mot pour expliquer la formule avant le musée, la forêt, pour ceux qui l'auraient lu. Il y a quelque temps, c'était pour une revue belge, m'avait demandé un article là-dessus, et je l'appelais avant le musée, la forêt. Pourquoi ? Parce que je disais, au fond, nous devrions commencer par emmener nos enfants faire un tour en forêt, leur demander de marcher et d'écouter le bruit que font les feuilles, quand on les froisse avec ses pieds, de regarder un petit peu la lumière à travers les feuilles, d'écouter le bruissement du vent dans les arbres, de toucher les écorces. Parce que s'il y a des musées, c'est qu'il y a ça d'abord. S'il n'y avait pas une expérience humaine, il n'y aurait pas d'étoiles sur les murs, il n'y aurait pas des chorégraphies sur les scènes. Il y a d'abord cette expérience-là. Et il est important, justement, de pouvoir reconstruire cette continuité pour permettre, justement, au plus grand nombre des enfants de franchir ce pas, ou du moins d'aller sur ce chemin. Deuxième conséquence, c'est si on veut que ça marche, et là je m'adresse aux plus hautes autorités, donc pour le coup, il est absolument indispensable que les enseignants eux-mêmes aient l'occasion de vivre dans leur propre formation initiale et continuée de véritables expériences esthétiques. Parce que sinon, on n'aura plus que... Enfin, on aura les volontaires, mais ils sont là d'ailleurs, je suppose, les autres ne sont pas là. On aura du mal à convaincre les autres. Et le risque, c'est que du coup, parce qu'on le voit, l'expérience ne soit pas partagée. Pour que ça marche, il faut que ce que l'artiste apporte dans la classe, ça concerne aussi l'enseignant, mais aussi l'enseignant comme personne, pas seulement comme enseignant qui va en tirer éventuellement un profit par rapport à une partie de son programme, ce qui n'est pas négligeable, mais qu'il soit lui-même pris dans une expérience qu'il partage avec les enfants, voyez. Et dans une autre expérience que j'ai eu l'occasion de suivre pendant 4 années, donc un collège expérimental, enfin une classe expérimentale dans un collège, nous avions pris la décision d'avoir une année 0, c'est-à-dire la première année, l'expérience n'a pas commencé, les résidences n'ont pas commencé. Ce sont les enseignants qui ont bénéficié donc de 3 sessions de 3 jours de formation où ils ont vécu avec les artistes, pratiqué avec eux l'expérience ou une expérience du même ordre que celle qu'allaient vivre avec eux donc leurs élèves. Voilà. Donc, je vais être obligé de passer un petit peu là-dessus pour aller à la conclusion, parce que je crois que j'ai à peu près atteint le temps que vous m'aviez accordé. Je vais simplement, si vous voulez, ajouter un point. Voilà. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Ajouter un point qui me semble extrêmement important. Je disais tout à l'heure en commençant, il faut avoir la philosophie de sa politique éducative et réciproquement. Donc, je crois que nous sommes sortis, et heureusement, de ce moment où il fallait constamment justifier l'art à l'école. Il fallait toujours montrer que ça pouvait avoir des effets sur la lecture, sur les mathématiques, sur la citoyenneté, et j'en passe, et un certain nombre. Je ne dis pas que c'est négligeable, mais il faut peut-être d'abord qu'on s'accorde sur une chose tout aussi essentielle, et à mon avis même bien plus importante, c'est le fait que tout être humain, quel qu'il soit, n'est pas simplement donc homo sapiens, pas simplement l'homme des connaissances, pas simplement homo faber, l'homme qui fabrique, certainement pas seulement l'homo economicus, l'homme qui consomme, mais que tout être humain est également homo aestheticus. C'est-à-dire que ça fait partie de notre humanité. Donc une éducation qui ne prendrait pas en charge pour elle-même la partie
qui est profondément en nous celle de notre part esthétique, de notre conduite esthétique, de notre comportement esthétique, serait une éducation pour le moins hémiplégique. Donc je crois qu'il faut passer à une sorte de vitesse supérieure. Aujourd'hui, défendons l'idée qu'il y a une légitimité anthropologique à faire de l'éducation artistique et culturelle quelque chose qui appartient à l'éducation générale, qui concerne tous, tout au long de la formation, et certainement même tout au long de la vie, on pourrait aller jusque-là. Voilà. Alors, je passe là-dessus, vous m'excuserez, mais on ne va pas tout dire. Vous voyez toute une série d'images qui présentent donc différentes expériences. Voilà. Alors, ce sera mon dernier mot de conclusion, hein, si vous voulez. Ce qui est en jeu aujourd'hui, je le disais un petit peu en commençant, c'est une nouvelle phase de la démocratisation. Vouloir que tout le monde y accède, comme Emmanuel Levitis le disait tout à l'heure, 100% donc, des élèves, cela implique une généralisation donc, absolue. Et donc, du coup, ça pose la question, mais au fond, qu'est-ce que c'est que démocratiser ? Et moi, je vous propose la réponse que donne à cette question Joëlle Zask, qui est une philosophe marseillaise, mais bon, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Art et démocratie, les peuples de l'art ». Elle nous dit « Démocratiser ne signifie pas mettre un même bien à la disposition d'un nombre croissant de gens. Cela signifie veiller à la distribution sociale des biens, de sorte que l'individualité de chacun soit respectée et encouragée. » En d'autres termes, ce qu'elle nous dit, d'une certaine façon, c'est que la question de la démocratisation, c'est pas seulement, et c'est peut-être moins celle du taux de fréquentation des musées, des salles de concert, que l'accès à une vraie expérience esthétique, que chacun puisse trouver dans ce qui va lui être offert tout ce qui lui permet de se construire lui-même, et elle va même, avec une formule un petit peu, comment dire, romantique, hein, ce qui la constitue comme personne de la naissance à la mort, et même dans la mémoire de ceux qui lui survivent. Voilà ce qu'écrit Joëlle Zask. Et mon dernier mot, donc, du coup, ça pose la question de la généralisation. Ça veut dire quoi généraliser ? Pour ma part, la proposition que je fais serait la suivante. Je pense que ce qui est d'une très grande richesse et qui existe déjà et qu'on trouve dans de très nombreux lieux en France, il existe un nombre considérable d'expériences. L'important, comme ici on en voit d'ailleurs de nombreux exemples, c'est de leur permettre de vivre. Donc je propose cette hypothèse pour être pleinement ce qu'ils visent à être. Et les dispositifs d'éducation artistique ne peuvent être que des hétérotopies. J'emprunte la formule à Michel Foucault, c'est-à-dire des lieux qui sont à la fois centraux, mais qui restent assez marginales. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est leur marginalité qui leur permet, au fond, de préserver le potentiel émancipateur de l'art. En d'autres termes, la politique culturelle, elle est désormais un peu au pied du mur par rapport à cela. Il y a deux voies possibles. Ou bien on s'arrête trop à une façade un petit peu consensuelle, si vous voulez. Bon, on va généraliser de manière peut-être un peu trop formelle, et on risquerait ce que Rancière appelle un faux partage du sensible, ou bien on prend en compte l'existant, la diversité des expériences qui sont là, parce qu'elles sont porteurs d'une formidable dynamique qu'il ne faudrait surtout pas étouffer. Et il faut inventer, en somme, ce que certains sociologues appellent une politique par le bas. Donc, pas une politique par le haut, mais une politique par le bas qui, de proche en proche, permet à la pluralité de ces hétérotopies qui existent de croître et de se multiplier, comme aurait dit Mao Tse-tung. Voilà. Je vous remercie de votre attention.